toutes trouvées puisque l'invité qui s'avance maintenant est écrivain, académicien, ancien conseiller d'État, ancien économiste, et que son dernier ouvrage, qui porte sur Vincent Bolloré, Histoire d'un ogre, a connu plusieurs aventures ces derniers mois. Bonsoir Éric Orsena. Bonsoir, bonsoir Bam. Alors juste d'un mot pour vous dire que je suis très ému de me retrouver chez MAM, parce que MAM avant était un éditeur et un imprimeur. Et le premier livre que j'ai publié dans une maison qui était spécialisée dans les ouvrages religieux, eh bien c'était pas du tout ça, puisque c'était un mémoire que j'avais fait en économie sur les marchés européens de capitaux. Et donc ça s'est vendu à 58 exemplaires. Donc je suis extrêmement content de voir le début de cette non-carrière. Merci Mam. Éric Orsena, vous avez écrit plus de 45 ouvrages et le dernier, Histoire d'un ogre, nous dépeint un homme milliardaire, entrepreneur breton, qui ressemble furieusement à Vincent Bolloré, mais que vous ne nommez jamais. Pourquoi est-ce que vous nous racontez cette histoire d'un ogre insatiable? Pourquoi vous avez été inspiré par ce personnage-là? Alors, il se trouve qu'une partie de ma famille habite la Bretagne, dans la bonne ville de Quimper, au bord de l'Odet. Si on remonte, il y a un moulin, et ce moulin faisait du papier, et du papier le plus fin qui soit, qui était du papier de cigarette. Et nous, on admirait énormément cette famille, parce que, voilà, c'était un entrepreneur. Et puis, cette entreprise a eu des difficultés, notamment parce que le père de Vincent aimait mieux recevoir que bosser. Et donc, lui a repris l'entreprise, a sauvé l'entreprise et a entraîné des tas de choses. Et on avait beaucoup d'admiration. Et moi, le premier. Parce qu'il se trouve que, il y avait lundi dernier un très beau documentaire sur Rocard, et où j'intervenais beaucoup, parce que je fais partie de cette fraction de la gauche qui ne représente que 1,7%, qu'on appelle la social-démocratie, c'est-à-dire qui aime l'entreprise en disant s'il n'y a pas d'entreprise, on ne crée pas, comme on dit, de la valeur, on ne peut pas distribuer. On n'est plus que 2%, donc peut-être ça va gagner, mais pour l'instant, zéro. Bref, j'aime l'entreprise. Et puis, brutalement, on a vu ce personnage, plus être entrepreneur, mais comme un coucou, utiliser d'autres entreprises et essayer de se couler dans ces entreprises pour en prendre le pouvoir. Exactement comme un coucou. Avec un mécanisme bien connu, il se trouve que j'économise, donc je sais ce que c'est que les poulies. Vous voyez, on fait un petit montage, et même si vous n'avez que 2%, à la fin, vous avez... Donc, premièrement, je dis, oh, là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et puis, après, il a pris le contrôle de Vivendi, et il a pris le contrôle d'une société que moi, j'aimais beaucoup, parce que quand j'étais conseiller culturel de François Mitterrand, j'étais au début de sa création, qui était Canal+. Et j'ai vu quelqu'un qui n'était pas seulement un propriétaire, mais quelqu'un qui intervenait dans la rédaction. Et on a vu différentes petites choses. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passait? Et puis après, l'ambition venant dans ce domaine, il a voulu prendre le contrôle d'Hachette, profitant de la faiblesse de l'héritier de Jean-Luc Lagardère. Mais ça, c'est la vie d'un entrepreneur, Éric Orsena. Non, non. Pourquoi c'est différent d'un autre? Parce que il se trouve qu'après, et c'est encore après que j'ai décidé de faire le livre, parce qu'il peut y avoir et ça va être le sujet de notre débat, la plupart des organes de presse, je ne suis pas du tout un spécialiste, donc je viens pour vous entendre, pour écouter, pour avoir des solutions, mais la plupart des journaux français sont possédés par des milliardaires. La plupart. Et donc, alors, on se dit, mais il y a des gentils milliardaires, et puis il y a des méchants milliardaires. Alors, qu'est-ce qu'un méchant milliardaire? C'est quelqu'un qui intervient dans la rédaction. Premier type de méchanceté. Deuxième type de méchanceté, il intervient parce qu'il a une vision, non pas économique, mais une vision politique. C'est-à-dire qu'il a une vision, on parlait à Hanouna, ensuite c'est Zemmour, il y a une vraie... Donc, il y a deux éléments. Et donc, à mon sens, ce n'est pas suffisant de se réfugier dans la situation de nous sommes avec un gentil milliardaire.
alors que d'autres sont avec un méchant milliardaire. Peut-être. Cas concret, la semaine dernière, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, a été démis de ses fonctions. Une des raisons évoquées par la Société des journalistes, c'est qu'il aurait permis une critique plutôt positive de votre ouvrage, justement, Histoire d'un ogre, dans les pages des Échos. Est-ce que ça, Éric Orsena, ça vous a touché, frappé? Est-ce que vous vous sentez un peu responsable de ce qui s'est passé ensuite? Est-ce que vous lisez cet épisode comme une intervention de Bernard Arnault qui aurait, par solidarité avec Vincent Bolloré, démis Nicolas Barré de ses fonctions? Est-ce que c'est vraiment lié? Est-ce qu'on peut lier les deux, ces événements? Vous savez, je n'ai pas mené l'enquête, c'est à vous de mener l'enquête. Merci. Donc, c'est à vous de faire le boulot. Et quand il y a une concomitance, il y a quand même un petit soupçon, puisque c'était juste avant. Alors, on me disait qu'il y avait déjà des tensions assez fortes entre Nicolas Barré et puis Nicolas Bazir, qui est l'homme de haute morale que l'on connaît. Et donc, il y avait déjà des tensions. Et que ça serait été une sorte de goutte d'eau qui aurait fait des... Voilà, mais ça vous paraît crédible? Ça vous paraît probable? Quelle est votre lecture à vous, l'auteur? Ma lecture, c'est qu'il y a quand même des présomptions, mais on garde l'innocence. Le week-end prochain, vous Non, deviez... mais attendez, ce qui m'intéresse, c'est que je sache, Bolloré n'est pas propriétaire des Échos. Et donc, il y aura une sorte d'alliance comme ça, de ce mécanisme-là, mais je vous entendais tout à l'heure discuter. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que je me suis senti à la fois journaliste dès que j'étais tout petit, mais journaliste comme reporter. Et moi, quand j'avais 8 ans, je me dis, je serais Tintin. Parce que je me sentais à l'étroit, moyenne bourgeoisie, rue de Vaugirard, je me faisais chier, et je me dis, je vais aller dans le monde entier regarder ça. Dans un monde où il y aurait plus de dames intéressantes que dans Tintin. D'ailleurs, je vais aller à Angoulême pour dire que dans la plupart des BD de mon enfance, il n'y avait que des mecs. Hein, Blake et Mortimer, comme ça, Astérix, il n'y a que des mecs, il n'y a aucune nana intéressante. Éric Pardon, c'est pas du tout le sujet. C'est le sujet, mais je voudrais qu'on y vienne un peu plus tard. Éric. L'avantage que j'ai, c'est que je suis libre, notamment des questions, et surtout des réponses. Éric Orsena, il y a un autre épisode de votre vie que j'aimerais que vous racontiez, c'est que le week-end prochain, vous deviez, aux Échos, justement, vous entretenir avec la patronne de Veolia et qu'on vous a décommandé. Donc je reviens un petit peu au sujet de tout à l'heure, c'est-à-dire que là encore, il y a une coïncidence qui fait que, voilà, Éric Orsena est persona non grata. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et est-ce que ça veut dire que Bernard Arnault et Vincent Bolloré se sont mis d'accord sur le fait que vous ne viendriez pas? Je suis un nain. J'imagine qu'ils ont d'autres sujets bien plus importants que savoir si Éric Orsena les ennuie ou non. Je constate que je devais faire un débat avec la patronne de Veolia sur les questions d'eau, d'autant plus qu'elle et moi étions il y a encore 3 jours à New York sur la conférence mondiale de l'eau. Comme vous avez pu voir, c'est un peu d'actualité, parce qu'il se trouve par une sorte d'étrange conjonction que je suis d'un côté sur ces questions, en tout petit, de liberté de la presse, et en même temps sur les questions de l'eau, comment est-ce qu'on va faire, comment on va faire le partage. Donc c'était prévu depuis longtemps. Et puis on me fait dire que M. Pécresse, finalement, ne veut pas de moi dans les pages des Échos du week-end. C'est tout. Maintenant, c'est à vous de demander à M. Pécresse ce qu'il pense de moi. Je serais très intéressé de le savoir s'il répond. Donc, pardon, j'ai coupé Éric Orsena dans son récit de Tintin reporter, mais on y vient. Vous avez choisi, pour financer vos reportages, finalement, de ne pas vous adresser à un journal, mais de vous adresser à un éditeur. Ça, c'est malin. C'est pas malin, c'est que les journaux m'ont dit rien du tout. C'est-à-dire quand j'ai commencé à dire, écoutez, moi j'ai envie il y a 15 ans, même un peu plus, j'ai envie de voir un peu la mondialisation. Et comme je m'intéressais au textile toutes les entreprises avaient fermé en France, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et comme j'ai été prof de matières premières, je m'intéressais au coton. Et il se trouve que dans les anciennes débats, vous savez, il y avait un truc qui s'appelait l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, vous savez, c'est fini. C'est un vieux truc, un moment un peu. Et donc, eh bien, c'est à cause du coton que
les négociations s'étaient arrêtées. Pourquoi? Parce que pour ce marché unique, il y a des pays avec énormément de subventions, comme les États-Unis, des pays sans subventions, très riches, et des pays sans subventions, très pauvres, comme le Mali, le Burkina Faso, etc. Je me dis, tiens, ça c'est vachement intéressant. Et je suis parti. Et je suis parti en demandant à des journaux, en disant, est-ce qu'on pourrait le faire? Parce que moi, mes 3 héros, c'est Tintin, Albert Londres et Kessel. Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça pendant 1 an, 2 ans. On m'a dit, mais t'es malade mental, toi. Tu pars 1 semaine et tu me rapportes du gros, autrement non. Donc c'est exactement la question. Qu'est-ce que ça dit du journalisme aujourd'hui? Et alors, ce que j'ai entendu, moi, me passionne. Parce qu'en dépit de mon grand âge, mais avec, pour l'instant, d'après mon dernier check-up, une possibilité de voyager, donc je suis tout à fait prêt à travailler pour des journaux. Et à partir un peu longtemps. Parce que c'est un peu ça l'affaire. Vous comprenez, on part un bout de temps, et puis simplement, ça coûtait de l'argent. Et donc, le premier livre que j'ai fait sur le coton, on l'a imprimé à 5000 exemplaires. Alors que j'avais eu le Goncourt, j'avais eu des trucs, etc., etc. Ils ne croyaient rien du tout. Mais ils m'avaient un peu financé quelques voyages. Et puis, comme ils ont vu ce que ça intéressait étrangement, contre toute attente, c'était 250 000 avant le poche. Donc Jean-Marc Roberts, qui était mon éditeur, m'a dit cette phrase inouïe qui va me faire des jaloux dans toute la salle. Il m'a dit, tu vas où tu veux, aussi longtemps que tu veux, à partir de maintenant, je paye. Vous entendez ça? Donc je sentais, pas forcément de la sympathie, mais enfin, à mon endroit ou à mon encontre, mais là je sens de la haine, que je comprends. Et alors, et quand je vois que ce n'est pas une question de demande, et si c'était une question d'offre, l'information, le goût de l'information, c'est-à-dire qu'on y va, etc. Et là, évidemment, on passe du temps. Et pourquoi j'ai travaillé là-dessus, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est croiser ma formation d'économiste, aller regarder un peu comment ça fonctionne, et puis adorer les personnages, comme sont les reporters. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire reprendre le côté romancier. Parce que le livre qui a eu le Goncourt, c'est un livre de reportage. Qu'est-ce que c'est que ce hold-up du caoutchouc, où les Anglais ont piqué la graine d'EVA pour aller le planter en Asie du Sud-Est? C'est un grand hold-up botanique. Et ça a eu le Goncourt. Quand je suis arrivé vers le même Jean-Marc au Seuil, il m'a dit, alors, de quoi ça parle, ton gros roman dont tu dis, il y a déjà 10 ans qu'il aura un jour le Goncourt, du caoutchouc et des pneumatiques? Et bien, il m'a dit, oublie tes ambitions. Mais quel journaliste aujourd'hui peut se tourner vers un éditeur pour dire financez-moi mes reportages? Aucun. Vous avez eu l'avantage d'avoir des best-sellers auparavant. Oui, mais aussi parce qu'il a entendu ces rencontres, ces assises. Il a vu que les principaux de l'Obs, de TF1, du Jour, etc. sont tout à fait ouverts. Ils ont bien compris que c'est une question d'offre. Donc, il s'adresse au patron de la rédaction de TF1 et il part 3 ans. Qu'est-ce que vous préparez en ce moment, Éric Orsena? Vous travaillez sur la mondialisation. Ça vous a mené d'Odessa à New York, en passant par Angers demain, je crois. Ouais. C'est quoi l'objectif de ces missions-là? Eh bien, c'est de comprendre, et c'est pour ça que j'étais à Odessa, et je vais continuer, je vais essayer de comprendre pourquoi. Vous savez, j'écris quand je ne comprends pas quelque chose. C'est pour ça que j'écris de plus en plus, parce que je comprends de moins en moins. Et l'immense, je me compare bien sûr, mais l'immense Sartre, on lui demandait pourquoi vous écrivez beaucoup. Pourquoi, par exemple, l'idiot de la famille est aussi gros? Parce qu'il dit, je comprends que quand j'écris. Donc, je ne comprends pas quelle haine il y a entre les Français et ceux qui les nourrissent. Les Français, on peut entrer dans les détails, bien sûr, etc., mais ils adorent le pain et ils détestent les céréaliers. Alors, l'idée qu'on a avec Julien de Normandie, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, comme vous savez, on va enquêter et pour aller voir comment ça marche. Par exemple, vis-à-vis de la modernité. Il se trouve que moi, je suis passionné par l'entreprise, mais aussi la toute petite entreprise, et il y a ce qu'on appelle la ferme digitale, les fermes numériques.
et de voir un peu les choses. Parce que comme plus personne veut sarcler, machin, aller désherber, il y a deux solutions, soit les phytos, soit les robots. Donc je regarde un peu ce genre de choses. Donc on va voir la question d'eau. Ça fait maintenant, j'ai écrit il y a publié, parce que c'était des années, La Terre à soif. Attendez, La Terre à soif quand même, c'est extraordinaire. Il y a 15 ans, je fais l'avenir de l'eau. 2 ans et demi dans le monde entier. Je reviens, on me dit, écoute, c'est vraiment intéressant, on a bien voyagé, c'est exotique, mais s'il y a une chose, c'est que jamais en France on manquera d'eau, et surtout pas dans ta Bretagne où il pleut tout le temps. Résultat, on est là-dedans. C'était visionnaire. Donc, bah oui, mais c'est pas de la vision, c'est du bon sens. Et puis 2-3 analyses de géologie, etc., et d'évolution du climat. Donc, au mois d'octobre, j'ai publié La Terre à soif. Et donc, à partir de là, ça c'était plutôt un constat. Alors, je suis en train de mener une sorte de reportage d'aucun journal n'a voulu jusqu'à présent. Il faut dire que je n'ai pas demandé. Où je fais les solutions. C'est-à-dire le livre blanc des solutions par rapport à la sécheresse. Et je dois vous dire, c'est absolument passionnant parce que l'eau est exactement le miroir, pas pour voir sa gueule, puis ça dépend des gueules, la mienne, je préfère la voir le moins possible, mais le miroir des solutions et le miroir des sociétés. Dis-moi, comment tu gères l'eau? À quel prix? Pour qui? À quel terme? Pour quel terme? Je te dirai exactement à quelle société tu appartiens. Regardez Sainte-Soline. Et regardez d'autres domaines qui ne sont pas des bassines de substitution, mais des retenues collinaires, comment ça se passe. Et moi, je suis passionné, par exemple, dans cette région, je vais dans le détail, dans cette région de Vendée, eh bien, il y a les Deux-Sèvres où il se passe ça, mais dans d'autres régions un peu plus au nord, près de Luçon, ça se passe beaucoup mieux parce qu'il y a des tailles plus petites, etc., etc. Donc, je fais un reportage en France sur la question de l'eau. Voilà. Et je vais publier ça, on va voir comment. Toutes les solutions sont possibles. Donc, c'est pour ça que je me sens franchement complètement reporter. Et je dois vous dire que, comme j'écris, pour résumer, 4 types de livres, de temps en temps un roman. Quand je ne comprends vraiment pas, c'est un roman. Mais alors, quand je ne comprends pas, par exemple, quand je suis fou d'une dame mariée et qu'elle continue à rester avec son imbécile de mari, je ne comprends pas, je fais un roman. Ça vous est arrivé beaucoup? Sans arrêt, je suis le roi des râteaux, c'est pour ça que j'ai aucun problème pour trouver des sujets. Autrement, ça peut être une biographie, autrement, ça peut être un conte, comme ce que j'ai fait, et autrement, ça peut être une enquête. Voilà. Donc, c'est cette possibilité. Quand vous allez à la pêche, vous ne prenez pas les mêmes outils pour pêcher le réel. Quand vous prenez je sais pas, des palourdes, un homard ou un espadon, ça m'arrive rarement, mais il y a pas. Et c'est pareil avec l'écriture. Donc pour aller, moi ce qui m'intéresse, c'est comment ça marche, quoi. Voilà. Éric Orsena, maintenant que vous êtes journaliste, comment est-ce que vous voyez vos confrères travailler? Alors, moi je vais vous dire ma conviction. Et ce que vous avez dit sur touche pas à mon poste, c'est vraiment touche pas à l'info. Parce que ma conviction, et ça je vous le dis d'une autre casquette, qui est celle de pasteur, il se trouve que à la suite de manigance, j'ai été élu à l'Académie française, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'à ma droite, pendant 12 ans, il y avait François Jacob, qui m'engueulait en disant « tu ne connais rien du tout, tu es économiste, donc tu ne connais rien à l'essentiel, et tu es un romancier, donc tu es un menteur. Donc bosse un peu pour mériter le siège sur lequel tu poses tes fesses. » Donc j'ai travaillé, donc je suis ambassadeur de Pasteur. Et donc c'était, vous voyez, ce mécanisme-là est absolument passionnant. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé avec les virus. Mais c'est extrêmement compliqué. Et plus que jamais, on a besoin de journalistes. Plus que besoin, on a besoin de journalistes qui enquêtent avec des tas de gens, qui travaillent ensemble. Parce que c'est des disciplines. On dit « ah, touche à tout », mais je les emmerde, les gens qui disent ça. Parce que c'est la vie qui touche à tout. Et pour comprendre aujourd'hui, regardez les transitions. Moi, quand je reçois un appel des spécialistes du nucléaire d'EDF, ils me disent « je vous appelle parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nucléaire ». Alors, quoi, on a spécialiste de la physique et il n'y a pas spécialiste de l'eau? Ce que veut dire que jamais, alors là, je vous dis très franchement, sérieusement, jamais on a eu autant besoin de journalistes. Jamais.
parce que la société est extraordinairement compliquée, il y a des interactions dans tous les sens, et donc on a obligé, et donc plus que jamais ce que vous disiez sur les rédactions. Mais vous avez vu, Éric, que le degré de confiance baisse, que le degré d'utilité ou de la perception de leur utilité baisse aussi. Comment est-ce que vous voyez cette désaffection de la population envers les journalistes? Il y a deux raisons. Une qu'on peut peut-être imputer aux journalistes, c'est-à-dire peut-être qu'ils ne bossent pas suffisamment, mais aussi parce que dans la société, c'est des gros paresseux qui préfèrent le simple au complexe. Par exemple? Il dit, bon, on fait le complot. C'est-à-dire que les vaccins, par exemple, alors par exemple, dans les contradictions, moi j'adore, on a fait le vaccin très vite. Alors, on ne l'aurait pas fait vite, alors ces scientifiques sont incapables. On l'a fait vite, oh là là, c'est dangereux parce qu'on n'a pas le recul. Vous voyez, ce genre de choses comme ça. Donc, moi, encore une fois, là, c'est tellement compliqué le réel, du fait des interactions, qu'on a besoin de discuter ensemble. Moi, je vais vous dire, je suis totalement orphelin politiquement parce que je ne sais plus auprès de qui, petit à petit, me faire une opinion. Quand j'étais petit, à 17 ans, je suis au PSU. Eh bien, ça a été les 3/4 de ce que j'ai appris, bien plus que l'université. Maintenant, on est seul face à ces doutes. Alors, si ce n'est pas une rédaction, moi, je serais fou d'être petit stagiaire dans les rédactions. On me dit, qu'est-ce que tu penses de l'eau? Je reviens, Éric, à votre perception des journalistes. Pardon de vous embêter, mais... Non, mais vous savez, comme j'écris le matin tout seul, quand je vois des êtres humains et quand quelqu'un me parle... Mais j'essaye juste de cadrer un tout petit peu, si ça, vous me permettez. Ça, c'est difficile. Ouais. Mais pour revenir sur votre perception des journalistes, parce que c'est intéressant, vous trouvez qu'ils sont feignants? Vous trouvez qu'ils ne font pas leur boulot? Non, ils ne sont pas feignants, mais comme il y a une demande gigantesque, c'est vrai que il faudrait que peut-être à certains moments les analyses doivent aller plus loin et puis qu'il faut avoir les moyens pour aller plus loin aussi. Donc, et puis encore une fois qu'on travaille... Donc il y a un système économique qui ne fonctionne pas comme il devrait, c'est ça? Financé par la pub, financé par l'État, ça va pas? Alors, quand on voit les différents financements, il y a la pub, on sait bien qu'elle a été vers la toile. Les autres financements, l'État donne 400 millions, est-ce que c'est pas... Mais l'État, c'est donnant quand même, hein, c'est pas complètement la bonne nouvelle. Moi, je vois quand il y avait chez Staline la maison des écrivains, je veux dire, je préfère le système des droits d'auteur plutôt que le système parce que là, il n'y a pas seulement barré, on n'est pas seulement viré. Hein. Donc vous êtes économiste, Éric Orsena. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir dans le système de financement de la presse, de la radio, de la télévision, pour que ce soit un système peut-être plus vertueux ou plus sain? Je n'ai pas la solution unique, c'est pour ça aussi que je viens, parce que si jamais il y a des gens ici qui veulent participer à un petit groupe qu'on est en train d'élaborer pour réfléchir justement à ces questions, il y a deux choses. Un, il y a avoir une offre qui correspond à une demande, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire que ça soit vraiment intéressant, d'une part, et puis d'autre part, avoir des règles. Par exemple, quand Kretinsky dit à Marianne, vous allez changer la une, non. Par exemple. Donc, quels sont les recours que les journalistes pourraient avoir contre leur actionnaire? Par exemple, qu'il y ait un statut précis du conseil de rédaction, mais moi, je suis prêt tout à fait à participer à ça très modestement, parce que j'aime le droit, j'étais 25 ans conseiller d'État, je fais 2-3 trucs en droit, mais ce mécanisme-là, les assises du journalisme sont ça, parce que ce n'est pas seulement les assises du journalisme, c'est les assises de la légitimité du journalisme, de la nécessité du journalisme et de la possibilité du journalisme. Donc vous seriez prêt à proposer vos services en matière de juriste pour qu'on imagine un statut du journaliste protégé de son actionnaire. Et je suis, hélas, beaucoup moins cher qu'on croit. On peut parler des prix, là ou... Des prix, un prix littéraire, c'est génial, vous savez, quand vous l'avez pris. Je vais vous dire, quand j'ai eu le prix Goncourt, imaginez, j'ai eu le prix Goncourt il y a 35 ans. 35 ans. Et je me souviens, mais vraiment, comme si j'y étais, à 13h14, quand j'ai su que je l'avais, ouf, je ne vais plus m'en occuper. Parce qu'on a beau dire, quand on est écrivain, avoir le Goncourt, c'est bien, hop, quand c'est derrière. Donc la liberté. Et la liberté, c'est vrai, mais après, il faut continuer à faire vendre la marque. Parce que qui peut dire les 10 derniers Goncourt?
Donc, parce que c'est grâce à la marque, vous avez cette liberté qui permet de faire des enquêtes. Donc voilà, donc, alors évidemment, on voit des gens, alors on peut dire on a des sympathies avec des gens, avec, je me souviens des hurlements quand, à la suite de 2 ans d'enquête sur l'eau, j'ai eu ma conclusion en voyant des municipalités formidables et d'autres totalement pourries, inefficaces, que, écoutez bien, pour quelqu'un dit de gauche, c'est que le secteur public n'a pas le monopole du service public. C'est-à-dire que on peut avoir des régimes et on peut avoir des concessions aussi. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là, etc., etc. Vous voyez ce genre de questions. Donc voilà, mais ces assises sont absolument clés, vraiment, sur ces questions. Et moi, ce que j'aime exactement dans la même état d'esprit, ce que je cherche de réponse à la sécheresse, c'est les solutions. Et moi, ce que j'ai entendu, je suis arrivé depuis une demi-heure, j'ai entendu que des solutions. Donc je suis content. Donc je vais pouvoir aborder le banquet républicain avec appétit. Quel meilleur mot que cette conclusion. Bravo. Merci. Éric Orsena va maintenant signer pour son livre, donc signer le livre qu'il a écrit dernièrement, Histoire d'un ogre, juste à côté. Donc, merci beaucoup, parce que chaque livre signé, c'est une possibilité de reportage en plus. Merci.